Nickel. Ok, super. Donc, je vais vous parler de Nesidiocoris tenus, qui est un cousin de Macrolophus pygmaeus, mais qui a un problème, c'est qu'il s'attaque aux plantes. En introduction, bon, je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Nesidiocoris, donc c'est une petite myride qui ressemble énormément en fait au Macrolophus. Donc là, je vous ai mis une photo d'adulte en fait à gauche. Il est légèrement grisé alors que le Macrolophus est beaucoup plus vert. Au niveau des larves, les larves ressemblent énormément aux larves de Macrolophus, donc elles sont vertes, exactement pareilles, et on peut les confondre. Donc c'est une myride qui en fait vient sur les cultures naturellement, enfin en tout cas dans le département des Pyrénées-Orientales, on en a quand même pas mal, et qui peut s'attaquer aux plantes. Donc tant qu'il y a des ravageurs en fait sur les cultures, des aleurodes, des pucerons, les larves se nourrissent des ravageurs, mais dès que les populations baissent, elle a tendance à s'attaquer aux plantes. Donc elle pique en fait les têtes des tomates, notamment, ce qui induit en fait des anneaux d'arrêt de croissance sur les plantes et quand elles sont présentes en très forte quantité, elles peuvent nuire drastiquement à la culture. Donc nous, l'objectif de l'essai, en fait, c'est d'essayer de trouver des produits utilisables en agriculture biologique qui pourraient aider à lutter contre cette myride. Donc pour ça, on a fait des essais en cage. Donc cage, ce sont des cages de plexiglas, donc des cubes en fait de 60 par 60. Donc ils ont 4 côtés en fait en plexiglas et le dessus c'est un filet insecte-proof avec donc un trou au milieu dans lequel on peut passer les mains. Donc le but c'est de mettre en fait les insectes à l'intérieur de la cage avec un plan et de pouvoir contrôler le nombre d'insectes qu'on introduit et ensuite les compter pour pouvoir faire des tests d'efficacité facilement. Donc ces cages ont été introduites dans des chambres climatisées à 23 degrés jour, 19 degrés nuit. Elles ont été éclairées au néon 16 heures sur 24. Donc, à chaque essai qu'on a fait, on a mis en place 8 cages. Donc, 4 cages témoins sans produit de traitement et 4 cages traitées. Donc, pour avoir 4 répétitions pour pouvoir faire des analyses statistiques. À l'intérieur de la cage, on a introduit soit un plant de salade, soit un plant de tomate. Bon, le support, on choisissait en fonction de ce qu'on avait. Donc, quand on avait des tomates, on mettait des boutures de tomates dans la cage. Quand on avait des plants de salade, du fait qu'on faisait des essais salades, on mettait des plants de salade. À chaque fois, on introduit à l'instant T0 30 adultes dans la cage. Ensuite, on applique le traitement dans les 4 cages traitées et on observe pendant 1 à 6 jours après le traitement la mortalité des adultes. Donc, au niveau des modalités qu'on a testées, donc on a répété les essais plusieurs fois entre 2015 et 2019 de manière à avoir suffisamment d'essais pour pouvoir conclure sur une efficacité ou non de certains produits. Donc, on a testé le spinosate, le musdocat en l'occurrence, sur des idiocoris, le spruzite. Alors, le spruzite, c'est un insecticide qui est homologué en plante ornementale, en bio, qui est à base d'huile de colza et de pyrètre naturel. On a testé le nimazal, l'azadiractine, et ensuite on a testé le spruzite et le spinosade en mélange. Et alors on a fait le spruzite et le spinosade en mélange, on l'a testé sur Nesidiocoris et sur Macrolophus. Et l'exirel, qui est pas du tout bio, mais qui est un produit comment dire conventionnel, qu'on a testé sur Nesidiocoris. Donc, on passe directement aux résultats. Donc là, je vous ai mis les efficacités Abbott sur la mortalité des adultes observées dans chaque cage. Donc, sur Nesidiocoris, en fait, on se rend compte que le spinosate seul, on se retrouve avec 13% de mortalité qui n'est pas significatif. Le spruzite seul, on a 16% de mortalité. Donc ça, c'est des résultats qui sont sur l'ensemble des années. Et on a fait des tests statistiques sur l'ensemble des essais qui ont été faits sur l'ensemble des années. On a fait une moyenne globale des années et on a fait les stats là-dessus. Donc ensuite, on a fait le nimazal à 12, donc on a 12% de mortalité en plus sur le traité. Donc ça, on n'avait pas non plus de résultats significatifs par rapport aux témoins. Le Ciazipyr, alors je crois que c'est le pire, bon, aucune efficacité. Et par contre, là où les résultats ont été intéressants, c'est que le spruzite en mélange avec le succès
le spinosade, a donné 45% d'efficacité en moyenne, qui est statistiquement significatif du témoin. Comment dire, comme on a une efficacité qui était significative, on a souhaité voir si on avait la même efficacité sur le Macrolophus, puisque l'objectif, c'est si on traite le Nesidiocoris, c'est de ne pas détruire les Macrolophus qu'on aurait pu introduire dans la serre. Donc on a fait les tests aussi sur Macrolophus, et forcément, comme c'est la même espèce, on a des résultats qui sont aux alentours des résultats qu'on a obtenus sur Nesidiocoris, donc aux alentours de 50%, qui eux aussi sont statistiquement différents du témoin qui n'ont pas été traités. Donc les conclusions de cet essai, c'est un produit qui est non homologué, le sprusite, mais en attendant, le mélange huile de colza plus pierrette plus spinosade a permis d'avoir une efficacité satisfaisante. Si on souhaite aller plus loin et mettre en place des essais pour essayer de voir si au champ ça pourrait éventuellement marcher, il faudrait penser en fait à gérer les traitements pour viser que le Nesidiocoris et pas le Macrolophus, donc soit en appliquant avant l'introduction du Macrolophus, soit en visant uniquement les têtes des tomates, si on a une culture de tomates par exemple, puisque le Nesidiocoris a plutôt tendance à s'installer au niveau des apex des tomates, alors que le Macrolophus est plus réparti sur l'ensemble du feuillage. Donc voilà, donc il faudrait en fait différencier les traitements pour ne cibler que les Nesidiocoris. Voilà. Si vous avez des questions. Moi, j'ai une remarque, Catherine Augrave, c'est qu'on a une situation actuellement où il n'y a plus aucune homologation, il n'y a pas d'homologation du pyrètre, enfin du piré vert en maraîchage en gamme professionnelle. Donc, et ça me semble pas être. Il y a eu des autorisations provisoires de vente durant plusieurs années, mais on n'en a plus depuis 2 ans. Et j'ai pas l'impression qu'on ait de perspective que le pyrètre puisse à nouveau, enfin que le piré vert obtienne une homologation définitive. Donc je pense que malheureusement il faut un peu oublier le pyrètre dans les prochains mois ou les prochaines années. Enfin, ça me semble pas être quelque chose qui va pouvoir être utilisable à court terme. Alors ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de voir si l'huile de colza seule, puisque je crois qu'il y a une version, il me semble, de traitement insecticide avec juste de l'huile de colza, pourrait apporter quelque chose quand il est associé au nimasal. Au misdo, pardon. Oui, alors tout à fait. Les essais, en fait, on les a commencés en 2015, donc c'est vrai que nous, l'objectif, Oui, c'était d'aller au bout de tout à nos fait. essais. Forcément, entre-temps, effectivement, les pyrètres, ils sont un peu sur la sellette, quoi. Et effectivement, comme on voit que le sprusite, c'est quand même un mélange d'huile de colza et de pyrètre, c'est effectivement intéressant de tester l'huile seule pour voir si c'est elle qui a une efficacité ou si parce qu'on voit quand même qu'il y a une interaction entre le spinosade et le sprusite, que le sprusite seul, il n'a pas plus d'efficacité que le spinosade, et donc ça serait intéressant de voir si l'huile de colza en fait améliore l'efficacité du spinosade. Ouais. Ok, nickel. Donc, on a souhaité pendant 3 années, entre 2017 et 2020, travailler sur la maîtrise de l'apion de l'artichaut, dans le but en fait de réduire les traitements phytosanitaires contre ce ravageur et surtout essayer de comprendre son installation sur les cultures et à quel moment en fait il est le plus défavorable à la culture pour les artichauts. Donc, juste pour vous rappeler ce que c'est que l'apion. Donc, l'apion, c'est le petit coléoptère que vous voyez ici. C'est un insecte en fait qui s'installe qui commence à apparaître à l'automne sur les cultures d'artichauts, qui pond ses œufs en fait dans les plantes, et au printemps, lorsque les capitules montent à floraison là, en fait les larves creusent des galeries dans les tiges des capitules et viennent complètement détruire le capitule. Donc là, on voit une attaque très forte. C'était sur une parcelle qu'on a observée en 2018. On voit même les larves à l'intérieur du capitule. Donc l'objectif de ces essais, c'était d'essayer de cibler la période de nuisibilité de l'apion pour essayer de cibler de meilleurs traitements.
vérifier si vous pouvez faire des traitements localisés pour diminuer les doses. Et ensuite, donc ça c'était en conventionnel. Et ensuite, en dernière année, donc en 2020, on a aussi essayé de voir si le Success-4, le spinosade, pouvait avoir un intérêt pour l'agriculture biologique. Puisqu'aujourd'hui, en agriculture biologique, il n'y a pas de solution qui existe contre la pion. Donc, les essais qu'on a menés en 2017, on a souhaité cibler la période d'intervention optimale et le nombre d'applications. En 2018, suite aux essais de 2017, on a affiné la période d'application et comparé l'efficacité en plein par rapport à des traitements au cœur des artichauts avec une demi-dose de produit. Et en 2019, on a souhaité confirmer la période d'application, l'efficacité des traitements au cœur et tester l'efficacité du spinosade. Donc, je vais vous présenter les 3 années d'essai. Au niveau des matériels et méthodes, bon, c'est un essai classique en bloc de Fischer, 4 répétitions, témoin inclus, sur une parcelle d'artichaut en production qu'on a au niveau de la Sicca Syntrex. Donc, le produit de référence qu'on a utilisé pour faire ces essais, c'est le D6 Protect à la dose de 0,5 litres hectare. Donc, c'est des artichauts qui sont irrigués au goutte à goutte. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est on a compté le nombre d'adultes au cœur des plantes depuis septembre jusqu'à février, pour essayer de voir à quelle période ils arrivaient sur les plantes et jusqu'à quand on les trouvait sur les plantes. Et ensuite, à la récolte, c'est de compter en fait le nombre de capitules atteints par la pion au moment des récoltes. Et ensuite, on a fait des tests statistiques avec un test de Newman's Skulls. Donc juste là, je vous présente sur les 3 années. Donc en bleu, c'est 2017, en orange 2018 et en gris 2019. C'est les résultats des comptages des apions au cœur des plantes. Donc c'est les comptages des adultes. Donc on voit qu'en 2017 et 2018, déjà on voit que sur les 3 années, grosso modo, les apions, ils arrivent toujours à la même période, c'est-à-dire aux alentours du 20 octobre. Donc à partir du 20 octobre, on a une augmentation des populations d'apions au cœur des plantes. On a un pic qui se trouve grosso modo début novembre, et ensuite les populations redescendent en fait fin novembre, et ensuite on a toujours un deuxième pic en décembre qui, dans le cadre de nos essais, n'a jamais été très régulier. Donc on voit qu'en 2017 il était plutôt aux alentours du 6, en 2018 plutôt aux alentours du 20, et ensuite tous les mois on a un nouveau pic de population, donc en janvier et en février. En 2019, donc l'année dernière, il y a eu un petit incident climatique qui, en fait, il y a eu une très très grosse pluie aux alentours du 26 octobre, ce qui explique en fait cette baisse de population donc, qui a perturbé. Enfin, on suppose que la grosse pluie en fait du mois de fin octobre a perturbé l'installation des apions, ce qui pourrait expliquer les plus faibles populations observées à cette période, et donc le fait qu'on ait un petit deuxième pic au mois de novembre, mais pas un pic franc au niveau de début novembre. Donc, en 2017-2018, on a testé 5 modalités. Donc, notre témoin non traité. Et ensuite, on a souhaité voir si les apions, si les traitements étaient plutôt efficaces au mois de septembre, au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc, on a fait 4 modalités. Une traitée le 5 octobre, une le 25 octobre, et une, alors c'est pas le 21-10, c'est le 21 novembre. Il y a une erreur là sur le graphique, à la dose de 0,5 litres hectare, contre une modalité qui pourrait être une modalité producteur avec 3 applications, une en septembre, une en octobre et une en novembre. L'objectif était de voir si une application était aussi efficace que 3 applications sur cette période. Donc là, vous avez la courbe, en fait. Donc ça, c'est les courbes 2017 des apions observés, des adultes observés au cœur des plantes. Je vous ai replacé les 3 traitements en fonction de ces courbes d'apparition des adultes. Donc le traitement du 5 octobre, du 25 octobre et du 21 novembre. On voit que le traitement du 5 octobre sur cette courbe a été fait avant l'arrivée des apions. Donc on avait encore des très très faibles populations d'apions au 5 octobre. Celle du 25 octobre, elle s'est faite pile au moment du pic. Là c'est le témoin non traité, en fait, la courbe bleue. Donc on voit, non pardon, là c'est celle-là, le témoin non traité. On a eu plus d'apions en fait sur la parcelle qui a été traitée le 5 octobre. Donc on voit que le traitement du 25 octobre a été fait pile au moment
de l'augmentation des populations sur les parcelles. Et l'application du 21 novembre, elle, s'est faite plutôt à l'issue du pic, donc plutôt lorsque les populations d'apions étaient déjà en train de diminuer sur les parcelles. Donc les couleurs. Donc la courbe bleu foncé, c'est le traitement du mois de septembre. La courbe grise, c'est le traitement du mois de novembre, et la courbe bleu clair, le témoin. Et les deux courbes jaune et orange, c'est les traitements du 25 octobre et du 21 novembre. Ce qu'on constate, en fait, c'est que le traitement qui a été fait le 21 novembre, on voit que la courbe elle suit strictement la courbe du témoin. Sauf à partir de décembre, on voit que la courbe grise diminue, alors que la courbe du témoin continue à faire ses pics. Donc, on voit que le traitement du mois de novembre est arrivé un peu tard par rapport aux populations d'apions sur les plantes. Par contre, elle a permis de gérer les populations du mois de décembre. Ce qu'on constate, et ce qui est le plus intéressant, c'est que le traitement du 5 octobre, il n'a pas du tout été efficace, puisqu'on voit que les populations augmentent jusqu'à 3 adultes par plante, au-delà même de ce qu'on avait sur le témoin. Par contre, là où il y a une efficacité, c'est au niveau du traitement du 25 octobre, où on a une baisse drastique des populations, donc de fin octobre, début novembre, avec moins de 0,5 individus observés sur les plantes, alors qu'on est presque à 2 sur le témoin. Donc ensuite, on a regardé le pourcentage de capitules atteints à la récolte, donc récolte qui a eu lieu à partir du mois de mars, donc du 29 mars au 20 avril 2018. Donc ce qu'on observe, c'est que sur le témoin non traité, on a à peu près 43% de capitules atteints au mois de mars. Sur la parcelle qui a été traitée au mois de septembre, qui, je le rappelle, était la parcelle qui avait le plus d'adultes sur les plants, on a 51% de capitules atteints, qui est donc cohérent en fait avec le fait qu'on avait plus d'adultes sur les plants en comparaison du témoin. Et ensuite, sur les trois modalités qui restent, donc l'application du 25 octobre, du 21 novembre et les trois applications faites le 5, le 25 et le 21 novembre, on a une réduction des attaques sur capitule avec la meilleure efficacité sur l'application du 25 octobre seul et l'application et les trois applications. Donc, on peut en conclure qu'une application bien ciblée au 25 octobre a montré une efficacité similaire à 3 applications sur la même période. Donc, d'après ces résultats, on a ciblé la période de traitement efficace entre le 20 octobre et le 20 novembre. Donc, on a souhaité en fait affiner ces résultats l'année suivante. Donc, l'année suivante, pour affiner les résultats, on est reparti donc avec notre témoin 3 applications en plein. Fin septembre, je crois qu'il y a une erreur, c'est pas le 20 septembre, ça va être le 20 octobre là. Le 6 novembre et 28 novembre. Et ensuite, on a souhaité comparer les applications en plein et les applications ciblées juste sur le cœur. Avec bon, là, on est toujours resté sur le D6 Protect à 0,5 litres hectare pour les applications en plein et à 0,25 litres hectare pour les applications au cœur. Donc, on a refait le même schéma de traitement, donc avec une application soit le 22-10, soit le 6 novembre, soit le 13 novembre, soit le 21 novembre, pour essayer de cibler un peu plus la période d'efficacité. Donc là, je vous ai remis le schéma pareil, donc avec le suivi des apions. Donc le bleu foncé, c'est le témoin. Et là, je vous ai mis avec les couleurs correspondant aux courbes la date d'application. Donc le 22 octobre, le 6 novembre, le 13 novembre et le 21 novembre. Et le bleu, là, c'est la dernière application des 3 traitements. Bon, comme l'année dernière, le pic, il commence vers le 20 octobre. On a le maximum du pic aux alentours du 4 novembre et ensuite, ça redescend. On voit, comme l'année dernière, que le traitement du 22 octobre, le vert, c'est la seule modalité en fait qui permet de faire diminuer juste après le début du pic la population d'apions sur les plantes. Les autres traitements qui ont eu lieu plus tard n'ont pas permis en fait de faire diminuer ce pic. On pense qu'on l'a fait peut-être un tout petit peu trop tôt parce qu'on a quand même eu un pic ensuite début novembre et on pense que si on avait positionné le traitement juste 2-3 jours plus tard, on aurait peut-être pu éviter ce pic.
Donc ça confirme les observations qu'on a vues en 2018, que le traitement de fin octobre semblait être très efficace pour lutter contre la pion. Alors là, c'est les adultes. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai une deuxième courbe, c'est une erreur. Hop, on va passer aux résultats. Donc, aux résultats, encadré en rouge, vous avez les traitements en plein, encadré en vert, les traitements à cœur. Donc, pour les traitements en plein, donc, on a notre témoin non traité qui a 40% de capitules atteints par les apions au moment de la récolte. C'est ici, là, c'est A. Et on voit que tous les traitements en plein, à l'exception de celui qui a été placé le 21 novembre, sont statistiquement différents du témoin. Donc, on a une efficacité tant du traitement du 22 octobre que du 6-11 que du 13-11. Et que c'est dans le même groupe statistique que les trois traitements. En ce qui concerne les applications au cœur, on a exactement les mêmes résultats, avec une meilleure efficacité quand même pour l'application du 21-11, puisque l'application du 21-11 à cœur est statistiquement différente du témoin, alors qu'en plein, elle ne l'était pas. Et globalement, si on regarde l'application du 22-10 et du 6-11, l'application à cœur est légèrement inférieure par rapport à l'application en plein. Donc, on a bien, donc la conclusion des deux essais 2018-2019, on cible bien le traitement entre le 22-10 et le 10-11. Un traitement suffit et on a une meilleure efficacité du traitement à cœur sur cette période en comparaison du traitement en plein. Donc, pour 2019, ce qu'on a souhaité faire, c'était confirmer qu'effectivement, l'efficacité du traitement à cœur, le cœur permettait d'avoir une efficacité aussi bonne qu'en plein. On a voulu confirmer aussi et on a voulu vérifier l'intérêt du Success 4, puisque là, actuellement, on avait utilisé que le D6. On voulait voir si le Success 4 avait les mêmes effets. Donc, on a refait les essais en 2019-2020. On a fait donc toujours notre modalité de non traité. On a fait notre D6 en plein comparé à notre Success en plein. Donc, avec une application le 21 octobre, on a choisi de refaire une deuxième application le 15 novembre en raison de la pluie qu'il y a eu aux alentours du 26 octobre. La pluie était vraiment il me semble que c'est 160 mm qui sont tombés sur cette période. Donc, en fait, on pense que nos produits ont pu être lessivés et un manque d'efficacité. Donc, on a préféré refaire, dès qu'on pouvait rentrer sur la parcelle, une deuxième application le 15 novembre pour assurer le coup. On a quand même gardé une modalité avec une seule application au cœur le 16 octobre. Donc, toujours pareil, on compare le D6 au Success. Et ensuite, on a fait deux modalités. On compare toujours le D6 au Success. On a fait un premier traitement. Donc là, c'était en plein. Là, on le fait à cœur. Donc, un premier traitement au D6 à cœur ou au Success à cœur. Et ensuite, un deuxième traitement. Pour le deuxième traitement, pour le D6, on a choisi de le faire en plein. Et pour le Success, on l'a fait aussi à cœur. C'était juste pour le D6, on l'a fait en plein, c'était juste pour une question de praticité, pour pouvoir passer avec l'appareil de traitement et non pas manuellement plante par plante. Donc là, je vous ai remis, alors là, voilà, on voit bien les 160 mm de pluie qu'il y a eu, donc du coup, c'était aux alentours du 22-10, donc juste après notre premier traitement, du 21-10. Ce qui pourrait expliquer qu'effectivement, on ait refait un deuxième traitement pour quand même s'assurer le coup. Ensuite, pourquoi on l'a fait le 15-11 et pas avant? Parce qu'en fait, la parcelle était complètement inaccessible sur la période du 22 octobre au 10 novembre. Nous, on aurait aimé refaire l'application aux alentours du 6 pour bien viser notre cible, mais bon, c'était pas possible. Donc, au niveau des résultats, en fait, comme en 2018 et 2019, on voit que le D6 à cœur, placé le 21 octobre, empêche le développement des nésidiocoris, pas des nésidiocoris, pardon, je commence à être fatigué, des apions sur les plants d'artichaut. Donc, on retrouve exactement les mêmes résultats. On voit que la pluie, elle a quand même bien empêché le développement des plantes. Pas des plantes, des apions, pardon, et que donc, du coup, on a eu un deuxième pic à l'issue des pluies aux alentours de début novembre. Je vais juste faire une remarque sur le traitement là, qui a été fait le 16-10. Donc, on a comparé la modalité 4 en vert foncé et la modalité 5 en orange. Donc, on voit déjà que le D6 au 16-10 a eu une efficacité sur le nombre d'apions, alors que la modalité en orange, au niveau du Success, a eu moins d'efficacité. Là, je pense que c'est lié en fait au fait que le D6 doit avoir une certaine rémanence
au niveau de la plante que n'aurait pas le succès et qui pourrait expliquer que le D6 ait quand même fonctionné malgré qu'il était positionné très tôt avant le début du pic et que le succès n'ait pas marché. Puisqu'en fait, et que donc le succès, il faut vraiment, je pense, le positionner pile au moment du pic. C'est le cas notamment, il est où? Du 7, là, de Success Hacker. Là, on voit quand même que par rapport aux témoins non traités, le Success placé le 21 octobre a quand même eu plus d'efficacité. Et on le voit aussi sur le Success placé ensuite au 15 novembre, qui permet à la courbe de décroître un peu plus vite, si je dis pas de bêtises. Oui, on est en dessous du témoin. Voilà. Donc, les pluies ont perturbé l'installation des apions. Bon, le traitement du 16, je pense, c'était un peu trop tôt. Le traitement du 21 était bien positionné, mais on a eu la pluie juste derrière. Et le traitement du 15 était un peu trop tard, mais on ne pouvait pas rentrer sur la parcelle avant. Voilà. Et seul pour l'instant, le D6 montre une efficacité. Donc, si on regarde le pourcentage de capitules atteints au moment de la récolte, entre le 3 mars et le 31 mars, on a notre témoin toujours qui présente le plus de capitules atteints, comme d'habitude. On n'a pas de différence statistique cette année avec le témoin non traité de toutes les modalités qui ont été traitées, sauf avec le D6 Hacker, positionné le 21 octobre, et ensuite et avec la deuxième application en plein le 15 novembre. Mince. Zut. Voilà, c'est bon. Donc, je pense qu'on a bien fait de faire 2 applications cette année, parce qu'effectivement, il y a dû avoir en fait le fait qu'en fait les populations d'apions ont été quand même très étalées dans le temps cette année en raison de la pluie de fin octobre. On a bien fait de faire cette application. Au niveau du succès, alors déjà le succès en plein, je pense que ça n'a pas d'intérêt parce qu'on voit quand même que le succès en plein, on est à 24%, alors que le succès à cœur, on a quand même une efficacité. Même s'il n'y a pas de différence statistique, on voit quand même qu'on est beaucoup plus faible. Et ensuite, peut-être qu'en le positionnant un peu mieux, on aurait peut-être pu avoir une meilleure efficacité. Sauf que là, c'est juste notre première année d'essai. Et je pense qu'il faudrait refaire des essais à venir pour essayer de confirmer ou pas si le succès bien positionné permet d'avoir une efficacité équivalente au D6. Au D6. Ensuite, je vous ai fait cette petite courbe. C'est en fait une courbe qui montre la corrélation qu'on a entre, donc en abscisse, vous avez les pourcentages de capitules atteints. Et en... Non, pardon, c'est l'inverse. Bon, verticalement, vous avez les pourcentages de capitules atteints. Et horizontalement, je vous ai mis les fréquences d'adultes apions sur les plantes à l'automne. Et on voit quand même qu'il y a une corrélation très marquée entre les populations d'apions qu'on observe aux alentours du 26 octobre et le pourcentage de capitules atteints au moment de la récolte. Donc c'est bien le pic de population de fin octobre, début novembre, qui est responsable de près de 85% des dégâts observés au printemps. Je n'ai pas fait de courbe sur les 85%, mais c'est un calcul que j'ai fait avec toutes les données que j'ai récupérées. On est bien à 85% des dégâts qui sont faits par les populations d'apions qui se trouvent au 26 octobre. Donc, juste en conclusion, ces essais ont permis de bien cibler la période de nuisibilité de l'apion, qui est fin octobre, début novembre. Ça a permis de montrer qu'un traitement bien ciblé entre le 15 octobre et le 15 novembre est aussi efficace que 3 traitements pas ciblés en septembre, novembre et décembre, enfin octobre, novembre, décembre. Le traitement hacker semble plus efficace que le traitement en plein et permet de diminuer les doses. Et le Success 4 hacker, bien ciblé, on pense qu'il pourrait avoir une efficacité intéressante, mais serait nécessaire de le valider. Voilà, je pense que j'ai fini. Oui, en fait, moi j'avais des questions parce que du coup, on suit pas mal de professeurs en audio dans l'Ukraine orientale. Et en fait, on a eu, nous, le gros problème qu'on a eu là récemment, c'est le son, surtout sur l'artichaut. Et donc, on avait vu que le succès, effectivement, pour modérer sur l'artichaut, les zones là. Je coupe mon micro et je le rallume. On est dans la même pièce, c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, la question que je me posais, c'est bon, le succès, il peut avoir un effet sur les auxiliaires.
Et donc, si on applique le succès au cœur de l'artichaut, même si c'est en novembre, les auxiliaires, normalement, bon, ils sont un peu moins présents. Il y aura un petit peu moins de pucerons a priori, mais bon, c'est arrivé qu'on ait quand même des automnes assez chauds encore en mois de novembre. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait positionner le succès même plus tard, pour faire des essais? Enfin, plus tard, a priori, d'après tes résultats, ça sera, enfin, l'apion c'est trop tard. Lui, il a vraiment un pic en novembre, octobre-novembre. Ouais. Donc, Alors, là, vous entendez si je parle avec le micro. Alors, on va regarder le micro de Céline. ouais. Donc, juste, nous, pourquoi est-ce qu'on a fait les traitements à cœur? C'est qu'en fait, sur les parcelles de la Santex, on ne fait plus de traitement de pucerons. C'est un peu l'objectif des essais. C'était de ne pas être suffisamment important. On arrive à les gérer. C'est des observations qu'on a fait sur Ecophyto depuis plusieurs années. Donc en fait, on ne traite plus les pucerons. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire succès ces D6 à cœur, parce qu'en fait, ça permet de ne pas traiter le feuillage, donc de conserver les auxiliaires, puisque les auxiliaires, a priori, ils ne se trouvent pas forcément au cœur de la plante. Quand on traite au cœur de la plante, on traite quelques centimètres au cœur de la plante. Et nous, à la Santex, les observations qu'on fait, c'est qu'on n'a pas d'impact sur la faune auxiliaire parce qu'on a énormément de coccinelles, énormément de cire. On a les champignons entomopathogènes qui arrivent après derrière. Et même si on a des populations de pucerons très importantes, arriver début décembre, elle va. Ouais. Donc on n'a pas forcément d'effet sur les auxiliaires. D'accord. Après, le problème en conventionnel, si on n'est pas en bio, enfin, ou ça peut être le même problème en bio, c'est le fait de traiter que à cœur. Le D6, c'est aussi un antipuceron. Donc, le fait de traiter que à cœur, on ne lutte plus contre les pucerons. Donc, on peut avoir un développement plus important des pucerons. Mais d'un autre côté, si on arrive à favoriser les auxiliaires, on peut avoir un équilibre qui permet en tout cas de ne pas avoir de conséquences, comment dire, sur la vigueur des plantes. Et nous, on y arrive depuis quand même plusieurs années à la Santex. Après, est-ce qu'on a des rendements aussi performants que ceux des producteurs? Peut-être pas. Mais d'un autre côté, on n'a jamais étudié la question non plus. Et ce traitement-là avec le D6, il a un lien avec la période où on a chaud? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a voulu faire cet essai aussi, c'est parce qu'en fait, le D6 est appliqué pile en même temps que l'hormonage. Et l'hormonage a lieu fin octobre, début novembre. Donc en fait, ça correspond pile poil à l'arrivée de l'avion sur les parcelles, pile poil à l'hormonage. Donc on peut mélanger les deux. Et ça permet, ça évite au producteur en fait, de faire un passage phytosanitaire. D'accord. Oui, c'est intéressant. D'où l'application à cœur. D'où l'application à cœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques là-dessus? Des expériences sur les artichauts dans d'autres secteurs? Je peux juste te dire que c'est Catherine au Grappe que effectivement c'est les quelques producteurs d'artichauts en bio qui sont dans le sud-est aussi m'ont également cité ce ravageur comme assez préoccupant. Mais on n'a pas, enfin, j'ai pas de référence effectivement sur des essais de produits. Voilà, mais par contre, je pense que c'est un sujet intéressant et donc, pour continuer, c'est des essais que vous pensez poursuivre l'année prochaine, peut-être, Aude? On n'a pas de financement en fait pour l'instant pour poursuivre les essais. Et non, on n'a pas envisagé de les poursuivre pour l'instant. D'accord, oui, donc il n'y a pas d'essai cet hiver-là. Il n'y en a pas eu en ce moment, là, il n'y a pas eu de traitement cet automne, octobre-novembre, ça n'a pas été poursuivi cet automne. Et cet automne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le D6 à cœur au moment de l'hormonage. D'accord. On n'a pas laissé de témoin. Si, on a laissé un témoin d'ailleurs pour étudier, on a laissé un témoin de traité. Mais avec du D6, pas de test. Sur la partie test, moi j'avais un producteur qui avait des soucis d'apion sur artichaut sur
ces parcelles chaque année. On a fait des essais, lui fait mettre du succès à la fin du mois d'octobre et on a vu quand même une grosse diminution comparée à l'année précédente. Et est-ce qu'il y avait des histoires de pluviométrie, tout ça qui avait joué, je ne sais pas. Mais on avait beaucoup moins de dégâts sur les fleurs. Il n'y a pas de risque puceron, justement, à ce moment-là, il n'y avait pas de puceron en plus. Non. C'était pas une parcelle où il y avait des attaques. Le traitement à cœur, moi, je pense que c'est vraiment une piste à creuser et intéressante. Parce que s'il est vraiment positionné juste fin octobre, début novembre, au moment du pic, je pense que le succès, il peut arriver à détruire l'apion. En tout cas, moi, c'est ce que j'en conclus mes essais. Maintenant, peut-être que je me trompe, parce que j'ai fait qu'une année d'essai. Mais j'aurais quelque chose effectivement à creuser là sur le succès. Le C6, on sait que ça marche. Le succès, on voit que mes résultats, ils sont pas parfaits. Et de notre côté, le positionnement n'a pas non plus été parfait cette année. C'est difficile à rendre parfait comme positionnement par rapport aux pluies, par rapport à la pression puceron, par rapport à plein de choses. On pourrait faire des essais sur plusieurs années. Ouais. Et le seul retour qu'on pourrait avoir, là, c'est les retours producteurs directement entre ceux qui ont fait des succès d'eux-mêmes au mois d'octobre. Mais en tout cas, ça nous donne pas mal d'infos sur l'arrivée de l'apion. C'est vrai qu'en octobre, on n'y pense pas, mais en fait, ça va impacter la récolte du mois de mars. Donc, c'est quand même assez important de savoir que ça arrive à ce moment-là. Ça me fait penser aussi qu'il y a des producteurs qui utilisaient pas mal le succès contre les chenilles à l'automne et qui avaient peu de dégâts d'apion sur leur culture. Alors, est-ce que c'est lié ou pas, je ne sais pas, mais dans beaucoup de parcelles, on a très peu de dégâts d'apion, mais parce que le succès était utilisé pour lutter contre les chenilles. La vraie homologation du succès sur artichaut, c'est uniquement sur justement chenilles et pas sur apion. Donc, après, l'apion est un ravageur émergent sur les parcelles qui sont de moins en moins traitées, en fait, qui sont traitées, moins traitées contre le puceron, moins traitées contre les chenilles. Et effectivement, là l'apion devient émergent du fait que en fait, c'était un ravageur secondaire qui prend de l'importance du fait de la baisse des traitements phytosanitaires. Avant, on faisait 3 applications de D6 contre le puceron. On le fait toujours d'ailleurs, les producteurs le font toujours d'ailleurs. Parce que là, ils n'ont pas de problème d'apion. Par contre, on voit l'apion sur ceux qui ont réduit les D6. Et ouais. Oui, on peut dire que ça peut être relié. Ouais.